Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Plusieurs sujets avec votre invité ce matin. Et tout d'abord cette question, comment lutter contre les incivilités dans les transports en commun, puisque vous recevez le directeur du SMTU. Oui, Antoine Borius, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un point effectivement sur le fonctionnement du SMTU, mais revenir aussi sur ces agressions dont on a entendu parler ces derniers jours. La dernière en date, c'était la semaine dernière sur un chauffeur de Levi, hein, c'est bien ça? Oui, c'était la semaine dernière, lundi dernier, effectivement. Et je tiens avant toute chose à exprimer toute ma sympathie et un prompt rétablissement au chauffeur, Christophe, qui effectivement a été agressé de manière complètement inadmissible dans son bus par des passagers qui l'ont traîné dehors, qui l'ont roué de coups avant de voler non seulement la caisse, mais aussi ses affaires personnelles. C'est proprement scandaleux. Je sais qu'être chauffeur de bus, on le sait que c'est un métier qui est difficile, qui implique beaucoup de responsabilités. On transporte énormément de voyageurs. Ils doivent régulièrement faire face à des incivilités, à des comportements et des attitudes, que ce soit en termes de langage ou même corporels, qui sont parfois un peu limites. Mais là, je pense vraiment qu'on a franchi une limite qui est insupportable et qui vient ternir l'image d'un réseau qui, par ailleurs, fonctionne malgré tout bien, puisqu'on parle d'une infime minorité par rapport à plus de 20 000 passagers chaque jour. On l'a entendu témoigner sur notre antenne, Christophe. Il a souhaité reprendre le travail malgré son agression très très rapidement. Dans quel état d'esprit sont les chauffeurs quand des situations se passent comme ça? Il y a du courage de leur part? Je pense qu'il en faut, effectivement. Déjà, pour monter dans un bus, à la base, il faut effectivement être formé, et puis il faut avoir le courage de prendre cette responsabilité chaque jour de transporter des passagers. Et en plus, maintenant, ils savent bien qu'ils sont susceptibles d'être agressés personnellement. Donc, il y a du mérite à monter dedans. Et il y a encore plus de mérite, comme Christophe, effectivement, d'avoir accepté de remonter aussitôt dans le bus pour reprendre cette mission de service public. Est-ce que vous faites une différence entre les agressions et les incivilités? Parce que parfois, on emploie les deux termes. Il y a vraiment, pour vous, des degrés très différents, hein, j'imagine. Oui, en fait, incivilité, je pense que c'est un terme un petit peu générique, qui peut concerner soit, effectivement, des atteintes aux personnes en termes de langage un peu abusif, d'attitude qui va être désagréable dans le bus vis-à-vis du conducteur ou vis-à-vis des passagers. Donc là, on parle de nuisance. On peut parler d'incivilité quand on s'attaque aussi à du matériel, quand on dégrade des bus, quand on dégrade des abribus, quand on saccage les locaux du SMTU comme cette nuit encore. Mais à un moment donné où effectivement cette graduation, ce terme il est plus court. C'est-à-dire, si quelqu'un lance un gravier sur une fenêtre, c'est une incivilité. Si c'est un gros caillou qui transperce une vitre du néobus et vient fracturer la mâchoire d'un médecin, ça devient une agression. Vous avez parlé de locaux visités au SMTU cette nuit. C'est arrivé quand et c'est régulier ce genre d'intrusion? Alors régulier, heureusement non, Pas mais trop, ça a oui. tendance à être un peu fréquent. C'est la 4e fois en moins de 2 mois. Voilà, bon, c'est pas du même niveau que l'agression d'un chauffeur de bus, mais pour la 4e fois, effectivement, en 2 mois, il y a des personnes qui rentrent dans les locaux, qui saccagent tout pour chercher de l'argent, pour chercher des titres de transport. Qui ne trouvent pas? Qui ne trouvent pas, non. Si je peux passer un message, effectivement, ça sert à rien de venir. On n'a pas d'argent dans les locaux du SMTU. Et il n'y a pas d'argent dans les bus non plus. Comment les choses sont gérées? Alors, les chauffeurs, ils ont des caisses, voilà, mais c'est pas des montants qui sont le plus important, puisque l'essentiel des titres de transport ne sont pas vendus à bord des bus, mais ils sont vendus soit alors sur les machines, ce qu'on appelle les DAT, qui sont le long de la voie du néobus, ou alors qui sont aussi déportés dans les galeries commerciales, parce qu'on s'est rendu compte que les incivilités concernaient aussi la détérioration du matériel. Et donc, effectivement, on avait des gens qui fraudaient, parce que c'est pas qu'ils voulaient frauder, c'est que parfois ils pouvaient pas accéder au matériel parce que ce matériel était dégradé. Donc, ceux-là, on les reporte ailleurs, et puis on développe aussi des magasins dépositaires pour recharger son pastanéo. Alors Antoine Borius, cette question de la sécurité à bord des bus n'est pas nouvelle. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place? Est-ce qu'il y a un travail régulier qui se fait dessus? Aujourd'hui, comment les choses sont organisées pour assurer au mieux la sécurité des passagers et des chauffeurs? Alors déjà, avant toute chose, effectivement, comme vous le dites, c'est pas un problème qui est nouveau et c'est pas un problème qui est propre au transport en commun. C'est-à-dire la problématique de la délinquance, la problématique des caillassages, des incivilités, on sait malheureusement que c'est un problème qui est plus profond et qui est plus courant que simplement réduit au transport en commun. Après, sur les moyens, depuis octobre de l'année dernière, on a une brigade canine qui est en place et qui circule sur les points chauds pour essayer de pacifier certains espaces. Et puis, cette année, on a multiplié par 50% le budget qui était enjoint à la sécurité. Concrètement, on a une brigade de 3 agents qui peut intervenir le matin en tout point du réseau, 5 jours par semaine. On a la même chose, le même dispositif pour les services du soir, où on sait que c'est un peu plus compliqué. Et on a 4 agents qui sont embarqués sur le réseau 5 jours par semaine. Faut ajouter à ça aussi toutes les opérations qui sont conjointes, c'est-à-dire pas simplement entre les dégâtaires, mais aussi avec les forces de l'ordre, que ce soit police municipale, que ce soit police nationale ou gendarmerie, que d'ailleurs je remercie pour leur coopération, parce que même si on essaye de mettre tout ce qu'on peut en place, le fait est que nous, on n'a pas que CarSud, Carouilla et les autres prestataires n'ont pas les prérogatives pour pouvoir intervenir. Et ces interventions, elles sont ciblées sur des lignes qui sont identifiées comme étant plus problématiques que d'autres, sur des espaces qui sont identifiés eux aussi? Alors il y a des notions d'espace, il y a des notions d'heures de la journée. C'est-à-dire qu'on sait que les services du matin et les services du soir, c'est là qu'on
qu'on déplace le plus de personnes et on sait qu'en certains points du réseau qui sont névralgiques, qui sont des carrefours, des nœuds où il y a beaucoup de population, ou à certains lieux, certains secteurs, certains vecteurs du transport, c'est là qu'il y a plus de problèmes. Donc effectivement, c'est là qu'on intervient et c'est là que les forces de l'ordre, notamment quand ils ont fait leurs 18 opérations conjointes, effectivement, c'est en certains points qui sont identifiés comme problématiques. Alors avec ce que vous avez mis en place et que vous nous avez rappelé il y a un instant, est-ce que vous avez constaté une baisse des actes d'incivilité? Est-ce que ça marche finalement, ce que vous avez mis en place, et notamment, on l'a bien compris, la présence accrue de personnel, entre guillemets, de forces de l'ordre à l'intérieur des bus? Alors au premier trimestre 2023, par rapport à l'an dernier, on a constaté une baisse de 37,5% des incivilités. Donc c'est un chiffre qui est intéressant, mais qui est gravement terni par le fait que depuis le mois de juin, notamment, on constate que les incivilités, elles augmentent pas forcément en nombre, mais elles augmentent en gravité. C'est-à-dire, il y a l'exemple de Christophe, le chauffeur de Livaille. On passe aux agressions et puis aux incivilités. Exactement. Mais on a même parfois en fait, plus on a de contrôle, plus on a certaines personnes qui sont des contrevenants en situation délictueuse, s'en retrouvent un petit peu agacés. Et on a même des cas où on a des agences de sécurité d'Alliance qui ont mis dehors des passagers qui étaient une nuisance pour tout le monde. Et ces passagers-là leur ont tendu un guet-apens par la suite. Et donc, voilà, 3 agents de sécurité qui se retrouvent attirés dans une ruelle avec 20 jeunes qui sont derrière et qui les attendent. Alors comment faire pour aller plus loin et assurer la sécurité de façon un peu plus complète? Est-ce que le SMTU est armé pour ça? Alors, je pense que ni le SMTU ni les transports en commun ne sont forcément armés, dans les médias en tout cas, pour pouvoir répondre seuls à cette problématique qui, encore une fois, nous dépasse. C'est pas propre au transport en commun. Nous, ce qu'on recherche effectivement, dans la mesure où on sait qu'il y a des incivilités et des agressions qui peuvent se faire dans la rue, malheureusement, pour nous, l'enjeu, c'est d'occuper le terrain, de densifier les contrôles pour qu'à terme, l'ambition peut être très, très ambitieuse, c'est le cas de le dire, c'est de faire en sorte que le bus puisse être un lieu refuge. C'est-à-dire, si je suis embêté dans la rue, etc., je puisse montrer dans le bus pour parvenir de manière sécure à destination. C'est ça l'objectif. Comment est-ce qu'on peut le faire? Avec nos prérogatives, ce n'est pas suffisant. Je tiens vraiment encore à remercier toutes les forces de l'ordre qui coopèrent avec nous, via les GPO, via les CLSPD qu'on tient régulièrement. Eux aussi, c'est une problématique qu'ils connaissent, mais je pense que c'est de toute façon qu'en passant avec davantage de coopération qu'on arrivera à avancer. Et en occupant le terrain. Parce qu'occuper le terrain, on sait que c'est limiter les incivilités, c'est limiter aussi la fraude, et c'est augmenter les contrôles. Vous l'avez dit tout à l'heure, plus de 20 000 passagers par jour fréquentent le réseau SMTU, 22 000 je crois, c'est à peu près ça. Voilà, il y a des actes d'incivilité, il y a des actes d'agression, mais il y a aussi un transport qui est quand même assuré régulièrement malgré tout. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que le plus souvent, les 3 ou 4 personnes qui vont, par exemple, à Tindu la semaine dernière, quand ils font ça, nécessairement, il y a un droit de retrait qui s'exerce, et donc du coup, ce quartier-là n'est plus desservi. Alors, quelles sont les personnes qu'on dessert dans ces endroits-là? C'est des gens qui en ont besoin pour se rendre à leur travail, pour se rendre à des rendez-vous médicaux, pour se rendre faire des démarches administratives, parfois pour que des enfants puissent aller au collège ou au lycée. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a une minorité de gens qui vont impacter de manière très négative, ça va être un gros préjudice pour des personnes qui en ont besoin pour se déplacer. Ces gens-là, c'est les gens pour lesquels est fait principalement le transport en commun aujourd'hui. Alors Antoine Borlius, il y a un autre sujet qu'on voulait évoquer avec vous concernant le SMTU, parce qu'on sait qu'il y a eu des remous il y a quelques temps autour de son financement. Un certain nombre de mairies ont dit nous on ne peut pas payer ce qu'on verse au SMTU. On a vu aussi les délégataires, Carsu et Carouilla, ruer un peu dans les brancards quand vous leur avez présenté la nouvelle organisation et les efforts financiers qu'ils devaient faire. Où est-ce qu'on en est là-dessus? Est-ce que les choses ont avancé et est-ce qu'on peut espérer une issue à ces questions-là? J'espère. Les choses progressent. Je pense qu'il y a un esprit de responsabilité et une volonté partenariale d'avancer tous ensemble qui s'est dégagé ces derniers temps, avec un travail de fond important. Il y a un travail de discours, d'échange et des solutions consensuelles qui ont pu être trouvées à l'unanimité et qui néanmoins sont des solutions qui sont fortes et qui sont importantes, qui vont avoir un impact notable pour la sauvegarde et la pérennité du réseau. D'une part avec les membres, mais ça, il y a des décisions qui ont été prises en comité syndical. Les membres, c'est les communes du Grand Nouméa. Les 4 communes de l'agglomération et la province sud. Donc il y a des décisions qui ont été prises en comité syndical, mais maintenant il faut entendre encore quelques semaines pour que chacune puisse délibérer dans son assemblée délibérante. Et puis, une fois que ce travail-là, il est fait avec les collectivités, il y a aussi un travail important qui est engagé avec les délégataires pour voir comment est-ce qu'on peut faire mieux avec autant, ou comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les missions de chacun, la coordination, le fonctionnement global fonctionnent mieux. Puisque je rappelle quand même qu'on est sur un réseau qui est très jeune, qui monte en maturation simplement. Le réseau il a été créé en 2019 et les 2 premières années, il y a eu le Covid. Donc forcément, on part, je ne vais pas dire qu'on part d'une page blanche, mais bon, il est bien évident qu'il faut du temps pour ajuster tous les curseurs et les indicateurs. Concernant les mairies, qui sont donc les partenaires du SMTU, partenaires financiers, quelle est l'idée? C'est de trouver une sorte de clé de répartition qui doit être adoptée par chaque conseil municipal, c'est ça? C'est ça. En fait,
À l'époque, il n'y avait pas de clé de répartition qui soit inscrite dans les statuts, ou alors le peu qui était indiqué était relativement vague. La contribution des membres, en fait, elle vient en équilibre du budget. Une fois qu'on a vu tout ce qu'on a en dépenses et qu'on a toutes les recettes commerciales et les recettes des taxes, le complément doit être apporté par les membres. Et l'enjeu, c'était de travailler sur un mécanisme qui permette à chacun de savoir combien est-ce qu'il doit mettre au budget du SMTU chaque année, en fonction de sa réalité fiscale, de sa population, de son bassin de population et de la réalité du service dont il bénéficie au travers du réseau Taneo. On sait qu'il y avait un certain nombre de recours en justice administrative qui avaient été lancés. Où est-ce qu'on en est sur ce point-là? Ça aussi, ça avance bien. Encore une fois, je tiens à remercier tous les membres qui ont accepté de travailler de manière consensuelle et trouver des solutions intelligentes et en responsabilité pour permettre la sauvegarde du réseau qui, de toute façon, est une solution d'avenir. Et je pense que ces problèmes-là sont derrière nous. Et côté délégataire, Carcieux des Carouillas, là aussi, il y a un travail de fond qui est fait. Vous l'avez rappelé, il faut quoi? Il faut rationaliser finalement la manière dont tout ça est organisé? Mettre des choses au clair? Je pense que les choses sont plus ou moins claires. Les problématiques, elles ont commencé à être bien identifiées de longue date parce qu'ils sont comme nous, en fait. Je veux dire, c'est des délégataires, mais c'est des partenaires essentiels du réseau. C'est les partenaires du terrain, ceux qui le connaissent presque le mieux, j'ai envie de dire. Donc, ils savent comme nous quels sont les points de fragilité, comment est-ce qu'on peut faire pour renforcer certaines choses, faire en sorte que ça marche mieux. Et donc, c'est essentiellement, je pense, effectivement clarifier certaines choses qui n'ont pas pu être forcément mises suffisamment au clair au début quand les contrats ont été rédigés. Antoine Borius, le directeur du SMTU, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, monsieur.